Bienvenue à cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 7 de Alien Earth, celui qui s'appelle Émergence. On a pas mal de retours, de notes sur cet épisode, qui semble être un vrai tournant. Oui, tout à fait. Alors l'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça, les événements clés, l'évolution des personnages, les thèmes importants. Et aussi les réactions, parce qu'il a pas mal divisé cet épisode. Exactement. Et voir ce que ça nous dit pour la suite, pour la fin de saison. Bon, on y va. Allons-y. C'est vrai que cet épisode, il agit un peu comme un catalyseur. L'action monte d'un cran, et les dilemmes moraux aussi, ils sont plus forts. C'est ça. Il y a une vraie condensation narrative, émotionnelle. C'est assez remarquable. Et les réactions du public, justement, sont super intéressantes à analyser. Alors, commençons par l'histoire, la trame principale. Ça démarre assez fort avec une situation assez troublante. Les jeunes, Slightly et Smee, qui essayent de cacher Arthur, celui qui est infecté par le facehugger là. Oui, sous le lit. Voilà. Et ils font ça avec une espèce de naïveté d'enfant, quoi. C'est complètement décalé par rapport à l'horreur qui se prépare. C'est ça qui est frappant, cette juxtaposition. D'un côté, l'horreur imminente, l'éclosion du chestburster, Oui. et de l'autre, cette espèce d'inconscience presque absurde des gamins. En fait, ils obéissent juste à Marrow. Qui veut récupérer la créature. Exactement, pour ses propres plans. Du coup, ils essayent de bouger Arthur vers la plage, comme on leur a dit. Et paf. C'est là qu'intervient Kirsch, l'homme de main de Boy Cavalier. De façon assez inattendue. Il débarque et il fait semblant d'aider les enfants, genre « Tenez, prenez ce raccourci ». Oui, et on sent tout de suite que c'est pas gratuit, quoi. Oh non, c'est clair. Son intervention, c'est de la pure manipulation. Ça fait partie d'un plan plus large, c'est un calcul. C'est ça. La gentillesse affichée, c'est juste une façade pour ses objectifs à lui. Et d'ailleurs, le piège se referme très vite. Sur la plage, le chestburster sort d'Arthur. Scène horrible pour les enfants, évidemment. Traumatisant, ouais. La petite bestiole s'échappe un court instant, et hop, capturée par Kirsch, qui attendait juste le bon moment. Kirsch, il a tout orchestré, de son point de vue en tout cas. Il a ce qu'il voulait, un xénomorphe. Le fameux xénomorphe. Voilà, pour son employeur Prodigy, la corpo. Mais c'est pas fini. Ah non, parce qu'au même moment, Marrow arrive, pensant récupérer sa livraison. Et il tombe pile dans l'embuscade montée par Kirsch et ses hommes. Neutralisé, arrêté. Franchement, c'est une manœuvre tactique assez brillante de Kirsch. C'est un coup double, ça c'est sûr. Stratégique. Il élimine Marrow, un rival, et en même temps il sert Prodigy. Et il se fait bien voir de cavalier. Exactement, Il passe pour le sauveur en démantelant l'opération de Marrow. Mais bon, ses motivations réelles, profondes, ça reste flou. Derrière la loyauté qu'il affiche pour Cavalier, pour Prodigy, on ne sait pas trop ce qu'il vise vraiment. Il voit un jeu complexe, peut-être qu'on ne voit pas encore toutes les cartes. Pendant que ça s'agite, là, il y a une autre intrigue qui se noue. Et elle est tout aussi importante. C'est Wendy. Ah oui, Wendy. Elle est super marquée par la mort d'Isaac et Tootles. Et elle décide qu'il faut partir de l'île. Absolument. Elle veut embarquer son frère, Joe, l'ancien ermite, et Nibs aussi. C'est ça. C'est une décision qui vient d'un sentiment d'urgence, de désespoir, mais c'est surtout la façon dont elle s'y prend. Ah oui. Ça marque une évolution radicale de son personnage, et ça pose de vraies questions morales. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour passer en force, elle fait un truc de fou. Elle libère le xénomorphe adulte, celui qui était gardé au labo. Et en plus, elle a l'air de le diriger, quoi. Elle s'en sert comme d'une arme contre les gardes moraux qui bloquent le passage. C'est vraiment un point de non-retour pour Wendy, là. Elle ne fit pas juste, non, elle utilise activement la créature la plus dangereuse de l'île comme un outil. C'est dingue. Et cette scène, elle suggère qu'elle a une forme de communication ou de contrôle sur le xénomorphe, ce qui est déjà une révélation énorme. Carrément. Mais surtout, elle franchit une limite éthique en utilisant cette force destructrice. Sa transformation, qui avait déjà commencé, elle s'accélère de façon spectaculaire. Clairement, c'est plus la même Wendy. Bon, la fuite continue jusqu'au quai. Et là, nouvelle embuscade, des soldats. Dont certains étaient des anciens potes de Joe d'ailleurs, des anciens collègues. La confrontation est inévitable. Oui. Et c'est là que Nibs, elle aussi, elle bascule. Mais alors, de façon hyper brutale. Oh là là, oui, cette scène est particulièrement choquante. Un soldat, par provocation sans doute, il jette sa peluche, Monsieur Fraise, à la flotte. Son doudou. Voilà. Et cette perte, qui est symbolique mais super importante pour elle, ça déclenche une violence mais inouïe. Nibs se jette sur le soldat et lui arrache la mâchoire. Carrément, c'est
viscéral, terrifiant. L'explosion de violence, ça marque sa perte totale de contrôle. Sa plongée dans une sauvagerie qui efface, on dirait, ce que lui restait d'humanité ou de retenue. C'est ça. C'est un acte qu'il a défini maintenant comme une force imprévisible, dangereuse, bien au-delà de sa fragilité apparente. Et face à cette horreur, et peut-être aussi face à la froideur de Wendy, qui a lâché l'alien, Joe, lui, il prend une décision qui change tout. Il utilise une arme non létale et il neutralise Nibs pour l'empêcher de massacrer d'autres soldats. Ce choix de Joe, il est fondamental à ce moment-là. Alors que Wendy semble accepter un pragmatisme radical en utilisant l'alien, Oui, et que Nibs sombre dans la violence pure, Joe, lui, fait le chemin inverse. Il revient vers une forme de principe moral. il choisit de protéger des vies humaines, même celles des ennemis du moment. Voilà, il réaffirme une sorte de boussole éthique. Et ça crée une fracture énorme, idéologique, émotionnelle, avec sa sœur. C'est clair. Dernier point important de l'intrigue avant qu'on passe au thème, c'est l'obsession de Boy Cavalier Ah oui. pour cette autre créature découverte sur l'île, la créature oculaire. Théo Séleucide l'appelle. Exactement. Et cette créature, elle intrigue beaucoup Cavalier par son comportement. Elle a l'air obsédée par le calcul des décimales de pi. C'est fou ça. Ça suggère une forme d'intelligence mathématique ou computationnelle très avancée. Et très bizarre. Et l'intérêt de Cavalier, c'est pas juste scientifique. Les sources qu'on a, elles disent qu'il envisage sérieusement de l'implanter, chirurgicalement, dans un autre humain. Et les noms qui circulent, c'est Joe, peut-être pour se venger de sa trahison, entre guillemets, Oui. et Maro pour récupérer son intelligence via la créature. C'est assez dérangeant comme perspective. Si on relie un peu tous ces fils maintenant, il y a plusieurs thèmes majeurs qui ressortent vraiment de cet épisode. Le plus évident, c'est sans doute la transformation radicale de Wendy. Ah oui, elle change du tout au tout. Elle s'endurcit, elle adopte une logique de survie qui la pousse à utiliser le xénomorphe. Elle semble le voir différemment d'ailleurs, presque comme une extension d'elle-même ou de son identité hybride. C'est ça. Et cette évolution, ça l'amène à une forme de détachement émotionnel, même vis-à-vis de son frère, Joe. Oui, quand elle dit qu'elle se sente plus proche de l'alien que de Joe, c'est une réplique qui marque. Mais alors, est-ce que c'est une perte d'humanité ou est-ce que c'est la naissance d'autre chose ? C'est toute la question, et ce qui rend le thème encore plus complexe, c'est le contraste avec la position morale de Joe. Lui, il reste droit dans ses bottes, en quelque sorte. Oui, son geste pour neutraliser Nibs, pour protéger les soldats, ça le positionne comme celui qui essaye malgré tout de garder un code éthique, une forme d'humanité qu'on reconnaît même dans ces circonstances extrêmes. Ce fossé entre le frère et la sœur, ça devient un axe central. On voit bien cette tension. Lui, il s'accroche à des principes humains, alors qu'elle, elle redéfinit les règles pour survivre, pour affirmer leur légitimité en tant qu'être différent. Exactement. Et en parallèle, l'épisode confirme le succès du plan machiavélique de Crush. Oui, il a eu ce qu'il voulait. À court terme, oui. Un xénomorphe pour Prodigy, Maro hors jeu. Mais ses motivations profondes, sa loyauté future, ça reste très ambigu. Est-ce qu'il est juste un pion efficace ou est-ce qu'il a son propre agenda ? On ne sait pas trop. Et puis, cette nouvelle menace, la créature oculaire et l'obsession de Cavalier. Ça amène une horreur différente, non ? Moins viscérale que les xénomorphes, plus cérébrale. Existentiel. Tout à fait. L'idée d'une intelligence étrangère implantée de force, c'est particulièrement troublant. Et il ne faut pas oublier la chute de Nibs. Ah, Nibs. Sa violence extrême la transforme. Elle n'est plus juste une victime tragique de sa condition. Elle devient l'incarnation d'une perte d'identité qui mène à une psychose meurtrière. C'est une trajectoire terrifiante. Tout ça tourne autour du thème global qui est souligné dans les analyses. La quête d'identité, la définition de l'humanité pour ces hybrides. Oui. Ce sont des consciences humaines dans des corps synthétiques, confrontés à leur propre nature et à l'altérité radicale du xénomorphe. C'est ça. Wendy se bat pour leur reconnaissance, même par la violence. Alors que Nibs, elle, exprime un vide intérieur, elle se sent morte. C'est la complexité, la fragilité de leur état qui est explorée ici, à travers des parcours très différents, souvent tragiques. Et ça nous interroge sur ce que ça veut dire être humain dans ce contexte. Bon, parlons des réactions maintenant. Parce que cet épisode Émergence, il a clairement enflammé les débats et divisé le public. C'est intéressant de voir comment une même chose peut être vue si différemment. Ah oui, la polarisation est nette. D'un côté, on a une partie du public qui est vraiment déçue.
Ils disent quoi Les critiques parlent d'épisodes brouillons, précipités. Certains vont même jusqu'à dire que c'est un point bas pour toute la franchise Alien. La qualité de l'écriture, de la réalisation est remise en cause. Ah ouais, quand même. Mais de l'autre côté, il y a ceux qui sont toujours à fond dedans. Exactement. Une base de spectateurs qui restent très engagés. Ils aiment la richesse des idées, ils trouvent que le développement des personnages est toujours captivant. Pour eux, cet épisode, c'est une montée en puissance réussie. Explosive même, après un rythme peut-être plus lent avant. Comment on explique un tel écart alors? Il y a plusieurs points de friction apparemment. L'un des plus gros, c'est le traitement du xénomorphe. Ah, l'alien lui-même. Oui. Les critiques regrettent ce qu'ils voient comme une dédramatisation. Le fait de le voir en plein jour, la façon dont il est mis en scène. Pour certains, ça diminue sa terreur originelle. L'alien ferait moins peur, quoi. Pourtant, d'autres semblent accepter ça, voire aimer cette évolution. Le fait que Wendy puisse interagir avec lui, le contrôler d'une certaine façon. C'est vu non pas comme une trahison de l'icône, mais comme une réinterprétation intéressante, dans le contexte de l'hybridation. Presque un animal de compagnie mortel, comme disent certaines analyses. C'est sûr que ça change l'image qu'on en a. Ça modernise peut-être la créature, mais ça heurte forcément ceux qui sont attachés à sa dimension de pur cauchemar, incontrôlable. C'est un débat classique dans les franchises qui durent, ça. Faut-il préserver l'icône telle qu'elle ou la faire évoluer ? Ici, la série choisit clairement l'évolution. Logique que ça divise. Le rythme de l'épisode, c'est un autre sujet qui fâche. Certains trouvent ça trop rapide, trop condensé. Oui, l'impression qu'on veut boucler plein d'intrigues avant la fin. L'idée qu'un format plus long, genre un film, aurait été mieux, ça revient pas mal. Alors que d'autres aiment justement cette urgence. Justement. Cette sensation d'urgence narrative vue comme précipitée par les uns est appréciée par les autres comme le reflet de la situation désespérée des personnages et comme l'aboutissement logique de la tension qui a été construite. Deux visions opposées du même choix de montage, de narration. L'attachement au personnage aussi, ça varie beaucoup. Certains disent avoir du mal à ressentir de l'empathie. Ils trouvent peut-être le développement insuffisant pour créer un lien fort, même face à la mort d'Arthur ou au choix difficile de Joe et Wendy. Alors que d'autres sont à fond dedans. Oui, ils sont profondément investis. La dérive de Wendy fascine autant qu'elle inquiète. L'ambiguïté de Kirsch intrigue. Et le sort des enfants comme Slightly et Smee, pris là-dedans, ça touche. C'est vrai ? En fait, la capacité de la série à créer de l'empathie, ça dépend beaucoup de la sensibilité de chacun et des attentes aussi. Il y a aussi des critiques plus techniques qui ressortent, sur certaines facilités scénaristiques. Genre, La facilité avec laquelle Wendy ouvre la cage de l'alien, la sécurité du labo qui paraît un peu légère, ou certaines capacités qui sortent un peu de nulle part. Des trucs qui font tiquer une partie du public, quoi. ce sont des points qui peuvent casser l'immersion, effectivement. Quand la logique interne de l'univers semble un peu tordue pour faire avancer l'histoire, ça peut frustrer. Et enfin, même la mise en scène et le visuel, ça divise. Certains trouvent ça cheap, voire ridicule par moments. Ils regrettent un manque de moyens par rapport au film Alien, peut-être ? Possible. La musique folk à la fin a aussi été citée comme un choix un peu maladroit par certains. Mais là encore, il y a le contrepoint. D'autres adorent l'esthétique générale. Ils voient les clins d'œil à Giger, l'horreur biomécanique fidèle à l'esprit alien, la qualité de certains plans larges en extérieur, les hommages visuels à la saga et même à Predator, disent certains, sont aussi mis en avant. C'est très subjectif, lié aux attentes et à la sensibilité de chacun. Bon, avec tout ça et ces réactions très partagées, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite ? Les spéculations vont bon train, évidemment. Et la créature oculaire, Théocellus, elle est au centre de pas mal d'hypothèses. Elle va finir où, cette bestiole ? Les pistes sont variées. Joe, c'est une cible logique, oui, du point de vue de Cavalier, qui pourrait vouloir le punir ou l'utiliser. Marrow aussi, c'est une possibilité. Pour récupérer son intelligence ? Voilà. Cavalier pourrait chercher à s'approprier son intelligence stratégique via cette créature calculatrice. Mais le plus ironique, ce serait que Cavalier lui-même devienne l'hôte, non ? Ah oui ? Soit par accident, en la manipulant, soit à cause d'une trahison, peut-être de Kirsch. Ce serait un retournement assez savoureux. C'est une piste plausible, oui. Et puis, l'arrestation de Marrow, ça aura des conséquences, c'est sûr. Ça pourrait ouvrir la porte à une intervention plus directe, plus massive de Weyland Yutani. L'autre grande corpo. Oui. Ou même à une décision radicale, genre détruire l'île pour contenir la menace et effacer les preuves. Et Wendy, c'est une des plus grosses questions. Elle va devenir quoi ? Une sorte de leader ? Une reine des hybrides ou des xénomorphes ?
Ou est-ce que sa quête de survie va la transformer en antagoniste principal? Une confrontation avec Kirsch semble aussi presque inévitable. Kirsch, justement. Maintenant qu'il a livré l'alien à Prodigy, qu'il a neutralisé Marrow, il fait quoi? Bonne question. Est-ce qu'il reste loyal à Cavalier? Ou est-ce qu'il le trahit pour ses propres intérêts ou ceux de Prodigy? Son jeu reste très ouvert, il pourrait même s'allier temporairement avec d'anciens ennemis si ça l'arrange. Et Nibs, elle est dans quel état après l'intervention de Joe? Est-ce qu'elle est finie? Ou est-ce qu'on peut la réparer, la ramener? C'est flou. Et il y a ces autres créatures mentionnées, le Magino. L'île a peut-être encore d'autres surprises en réserve. C'est clair que cet épisode 7, il laisse énormément de questions ouvertes. Plein de pistes. Difficile d'imaginer que tout ça soit résolu dans le dernier épisode de la saison 1. Ça renforce l'idée, partagée par beaucoup, qu'une saison 2 est non seulement possible, mais sûrement prévue. Bon, on arrive à la fin de cette analyse bien fournie de l'épisode 7 d'Alien Earth. Entre les virages des personnages comme Wendy et Nibs, le jeu d'échecs mené par Kirsch et Cavalier et les débats passionnés qu'il suscite, c'est sans aucun doute un moment clé de la série. Absolument. Et au-delà des spéculations sur l'intrigue, ça nous laisse avec une réflexion peut-être plus profonde, une question à méditer. Quand on voit ces personnages synthétiques, ces copies de conscience humaine, qui luttent pour définir ou préserver une part d'humanité, Oui, tandis que d'autres semblent y renoncer face au trauma ou par choix stratégique, qu'est-ce que ça révèle sur la nature même de l'humanité ? Qu'est-ce qui nous constitue, au fond, en tant qu'humains? Surtout face à une altérité aussi radicale que le xénomorphe, ou même face à notre propre reflet déformé par la technologie et la survie. C'est peut-être là que réside l'interrogation la plus fascinante posée par cette série.